J'ai surpris ma femme en train de me tromper avec mon cousin, ce profiteur. Mec, détends-toi, c'est pas si grave que ça, m'a-t-il sorti. Ensuite, ma mère m'a renié pour l'avoir mis à la porte, alors j'ai détruit leur vie à tous. Salut Reddit, ça fait environ 4 mois que je garde ça pour moi. J'ai écrit ce texte, je l'ai effacé, puis réécrit encore une fois. Mais honnêtement, j'ai besoin de vider mon sac. Moi, 39 ans, homme, je suis ingénieur en protection incendie agréé. Sprinkler, alarme, évacuation de fumée, alimentation de secours. En gros, c'est l'infrastructure invisible qui empêche les bâtiments commerciaux de se transformer en crématorium. Personne ne pense à mon travail jusqu'à ce que quelque chose tourne mal de façon catastrophique, et c'est exactement comme ça que je l'aime. J'ai gravi les échelons en commençant par tirer des tuyaux dans des greniers à 19 ans. Chaque dollar que j'ai, je l'ai gagné. Personne ne m'a rien donné. Ma maison est une Craftsman de 4 chambres, que j'ai achetée 3 ans avant même de rencontrer ma femme, Nadine. Elle est payée. Mon nom est sur l'acte de propriété depuis le premier jour. Maintenant, laissez-moi vous présenter mon cousin, Kellen. Il est du côté de ma mère. L'enfant chéri de ma tante. 29 ans, avec le CV d'un lycéen de seconde et l'assurance d'un PDG du Fortune 500. Chômeur chronique, mais jamais à court d'une idée de business. Il est passé par le dropshipping, les arnaques internet habituelles, et un podcast avec 11 téléchargements dont 3 venaient de sa mère. Il se qualifiait de « futur entrepreneur ». Tous les autres, par contre, l'appelaient un squatteur professionnel. La campagne de pression a commencé en juin. Kellen s'était fait virer de son dernier plan, l'appartement d'un pote où il avait squatté 4 mois de trop et où il avait soi-disant bouché la plomberie en jetant des sacs de protéines dans les toilettes. Ma tante a appelé ma mère en pleurant. Ma mère m'a appelé. Puis ma tante m'a appelé directement. Puis mon oncle. Puis un autre cousin. Puis ma mère encore une fois. La famille est de la famille, Garrett. Il a juste besoin de 2 semaines pour se remettre sur pied. Tu as cette grande maison, et c'est juste toi et Nadine. Tu as de la place. Quel genre d'homme refuse d'aider son propre sang? J'ai dit non 4 fois. Nadine, ma femme, une soi-disant consultante en marketing réseaux sociaux, qui gérait un Instagram lifestyle avec 1,2 cents abonnés et rapportait peut-être 8 cents dollars par mois, a dit oui dans mon dos. Elle a dit à ma tante qu'il pouvait rester dans la chambre d'amis. Quand je l'ai découvert, elle m'a lancé, c'est ma maison aussi, Garrett. Je ne vais pas laisser ta famille penser qu'on est égoïste. Il est arrivé le 1er juillet avec 2 sacs de sport, un écran de gaming, un mini frigo rempli de boissons énergisantes, et un pot de créatine de la taille d'un seau de peinture. Il devait rester 2 semaines. 2 semaines se sont transformées en 3. 3 se sont transformées en 6. À la mi-septembre, Kellen avait transformé ma chambre d'amis en QG d'étudiant fêtard. Son PC de jeu tournait jusqu'à 4 heures du matin, assez fort pour l'entendre à travers le sol. Mes sweats à capuche disparaissaient du placard. Mon bon parfum était à moitié vide dans sa chambre. Il utilisait mon rasoir et le remettait mouillé sans dire un mot. Ce type traitait ma maison comme un hôtel tout inclus, sans date de départ. Mais ce qui m'a vraiment énervé, ce n'était pas le désordre. C'était la drague. Il draguait tout ce qui bougeait, les serveuses, les baristas, la femme du voisin, Nadine. Les blagues privées dont je ne faisais pas partie. Je lui ai dit une fois de se calmer. Il a rigolé. Détends-toi, frérot. Je suis juste amical. Chaque fois que j'évoquais son départ, l'arbre téléphonique familial s'activait en quelques heures. Ma mère, il a presque trouvé un travail. Ma tante, tu vas vraiment le jeter à la rue? Nadine, il ne fait de mal à personne, Garrett. Arrête d'être aussi rigide. Alors, j'ai arrêté d'insister. J'ai continué à charbonner mes journées de 12 à 14 heures sur le projet du campus de l'hôpital Crestview. Une refonte complète de la sécurité incendie sur 6 bâtiments. Le chef des pompiers nous mettait la pression sur le respect des codes et les délais. Je travaillais tellement dur que je voyais à peine ma propre maison à la lumière du jour. C'était voulu par eux, pas par moi. J'étais à mon bureau, dans la cabane de chantier, en train d'examiner les schémas des colonnes montantes d'alarme incendie, quand mon téléphone a vibré avec une alerte de fraude.
Une de mes cartes de crédit, une vieille que j'utilisais à peine et gardais dans un tiroir de la cuisine pour les urgences, venait d'être débitée de 47,83 $ dans une pizzeria. Je n'avais pas commandé de pizza. Nadine était censée être chez sa sœur pour l'après-midi, et qu'Hélène n'avait pas accès à cette carte sauf qu'il vivait dans ma maison et que la carte était dans un tiroir de cuisine non verrouillé. J'aurais pu appeler la banque et contester. J'aurais pu envoyer un SMS à Nadine pour demander ce qui se passait. J'aurais pu laisser tomber et régler ça à minuit en rentrant. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'application de livraison sur mon téléphone, je me suis connecté, et j'ai vérifié la commande récente. Une grande pepperoni, une commande de petits pains à l'ail, livrée à mon adresse il y a 40 minutes. Remise à quelqu'un à la porte à 14h15, un mercredi, alors que personne n'était censé être à la maison sauf qu'Hélène, et qu'il n'avait même pas l'argent pour commander de l'eau, encore moins une livraison. Donc, soit il avait trouvé ma carte et s'était commandé une pizza ce qui était du vol, soit quelqu'un était à la maison avec lui pour partager ce repas. J'ai conduit jusqu'à chez moi. Je n'ai pas fait d'excès de vitesse, je n'ai pas appelé, je n'ai pas envoyé de SMS. J'ai juste conduit, fenêtre baissée, mon cerveau passant en revue toutes les possibilités. Peut-être que Nadine était rentrée tôt et qu'ils traînaient juste ensemble. Peut-être qu'il y avait une explication. Peut-être que je tirais des conclusions hâtives et que c'était juste lui étant lui-même, se servant de quelque chose qui n'était pas à lui comme d'habitude. Mais plus je m'enfonçais dans mon quartier, plus cette voix rationnelle se taisait. Quelque chose clochait. Son camion était dans l'allée, ce qui était normal. Le SUV Lexus de Nadine était garé au coin de la rue suivante, à moitié caché derrière la haie d'un voisin. Ça, ce n'était pas normal. Elle était censée être à l'autre bout de la ville chez sa sœur. Pourquoi se garerait-elle au coin de sa propre maison? On ne cache sa voiture que lorsqu'on ne veut pas que quelqu'un sache qu'on est là. La maison était silencieuse quand je suis entré. Pas de télé, pas de bruit de jeux vidéo venant de sa chambre. Juste une boîte à pizza sur le comptoir de la cuisine, avec 2 assiettes et 2 verres. Vous voyez le tableau. Puis le bruit venant d'en haut. Un bruit sourd. Son rire. Étouffé, haletant, incomparable. Le genre de rire qu'on ne confond avec rien d'autre quand on est marié à quelqu'un depuis 12 ans. Je me suis tenu au bas de ces escaliers, et j'ai senti mon cœur remonter dans ma gorge. Chaque instinct me hurlait de foncer là-haut, d'enfoncer la porte, et de faire passer qu'Hélène à travers les cloisons sèches que j'avais posées moi-même. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'appareil photo. J'ai photographié la boîte à pizza sur le comptoir, le reçu agrafé dessus, les 2 assiettes, les 2 verres, le sac à main de Nadine sur la chaise de cuisine, celui qu'elle avait soi-disant emmené chez sa sœur, et ma carte de crédit posée dans le tiroir ouvert où il l'avait pêchée. J'ai ouvert l'application de livraison et fait une capture d'écran de la confirmation de commande avec l'horodatage et l'adresse. Les preuves d'abord. Ensuite, j'ai monté ces escaliers, une marche à la fois, silencieux sur le tapis de couloir que j'avais installé en avril. La porte de la chambre principale était entrouverte d'environ 10 cm. Je l'ai poussée complètement avec 2 doigts. Chaque détail est gravé en moi de façon permanente. Mon lit, mes draps, ma femme, et qu'Hélène. Torse nu. Ce tatouage tribal stupide au bras bien en évidence. Dans mon lit. Dans ma chambre. Dans ma maison. Nadine m'a vu la première. Elle n'a pas crié, elle n'a pas cherché à attraper les draps. Elle m'a juste fixé comme si j'étais l'interruption, comme si j'étais entré dans la mauvaise chambre d'hôtel. Qu'Hélène s'est assis. Et voici la partie que j'emporterai dans la tombe, il n'avait pas l'air coupable. Il n'avait pas l'air effrayé. Il avait l'air agacé, comme si j'interrompais son mercredi après-midi. Cet homme qui vivait sans payer de loyer dans ma maison, mangeait ma nourriture, portait mes vêtements, utilisait mon rasoir, payait des pizzas avec ma carte de crédit, et couchait avec ma femme. Et il me regardait comme si c'était moi le problème. « Mec, détends-toi », a-t-il dit. « C'est pas si grave que ça. » J'ai senti la rage, massive, chauffée à blanc, pressée derrière mon sternum comme une cuve sous pression sur le point d'exploser. Mais je l'ai contenue. Voix plate, contrôlée, comme si je lisais un rapport de violation de code à voix haute. « Prends tes affaires et sors de ma maison. » Tous les deux. Maintenant. Il a balancé ses jambes hors du lit, enfilant son short comme si c'était un inconvénient mineur. « Allez, mec.
tu réagis de façon excessive. Assieds-toi. Et je ne le demanderai pas 2 fois. C'est là que Kellen a décidé d'être stupide. Il s'est levé, le torse bombé, et a marché droit vers moi. Pas pour partir, pour m'envahir. Il s'est mis à environ 20 centimètres de mon visage, assez près pour que je puisse sentir mon propre parfum sur lui, et a posé sa main à plat sur ma poitrine. Il a poussé. Pas doucement, une poussée franche qui m'a fait reculer dans le cadre de la porte assez fort pour fissurer la moulure. Tu ne vires personne, frérot. Calme-toi avant de faire quelque chose que tu vas regretter. J'ai saisi son poignet sur ma poitrine, j'ai pivoté, et je l'ai projeté latéralement contre le mur de la chambre. Pas un coup de cinéma. Une collision rapide et moche d'un ingénieur de 100 kg, qui transporte des tuyaux et grimpe sur des échafaudages depuis 20 ans, contre un type dont le plus gros entraînement consiste à bouger une souris de jeu. Son épaule a heurté la cloison sèche et a laissé une fissure en forme de toile d'araignée. Il a rebondi et a balancé un crochet du droit visant ma mâchoire. Maladroit, lent. J'ai fait un pas vers l'intérieur, je l'ai bloqué avec mon avant-bras, et je lui ai mis une courte droite dans les côtes qu'il a pliée en 2. Il s'est recroquevillé, a titubé vers la commode, et l'a renversée sur le côté. La lampe a touché le sol, la boîte à bijoux s'est éparpillée, les cadres photos se sont fracassés partout. Il a essayé de se redresser et je l'ai repoussé violemment vers le bas. Il s'est rattrapé au cadre du lit et est resté là, sifflant. Une main sur son flanc. Tout ça a pris peut-être 8 secondes. Ça a semblé durer 45 minutes. Mes jointures palpitaient. La peau était fendue sur la deuxième, c'est sa côte qui a fait ça. Il avait la lèvre éclatée pour avoir heurté le bord de la commode en tombant, et une marque rouge s'étendait sur son épaule. Du sang sur mes draps. Mes draps. Nadine hurlait. Pas des mots au début, juste du bruit. Puis, Gareth, arrête. Arrête. Oh mon Dieu. Arrête. Je ne touchais personne. J'étais debout dans ma propre chambre, respirant fort, regardant Kellen affaissé contre le cadre de lit dont il s'était servi. Lève-toi, ai-je dit doucement. C'était pire que de crier. Et ils le savaient tous les deux. Il a levé les yeux vers moi et l'arrogance avait disparu. Complètement effacé. Quelque chose que je n'avais jamais vu sur lui auparavant, comme s'il venait de comprendre que le type calme qui payait tout avait une limite, et qu'il l'avait largement dépassé. Prends tes affaires. Tu as 5 minutes. Tout ce qui reste dans cette maison après ça finira sur la pelouse. Gareth, a commencé Nadine, serrant mon peignoir autour d'elle. 4 minutes 50 secondes. Il s'est dépêché. Je lui accorde ça. L'homme a bougé plus vite qu'il ne l'avait fait en 3 mois et demi passés sous mon toit. Il bourrait des vêtements dans un sac de sport, attrapant son casque de jeu, ramassant des chaussures. Les mains tremblantes, la lèvre goûtant du sang sur le tapis. Nadine a changé de script. Pleure, voix brisée. Gareth, s'il te plaît. C'est juste arrivé comme ça. C'était une seule fois. On peut en parler. C'était pas une seule fois. Je n'en avais pas encore la preuve, mais la façon dont elle a tressailli m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Les menteurs ne tressaillent pas aux fausses accusations, ils tressaillent aux vraies. Bébé, j'ai fait une erreur. Je sais. Pourquoi? Tu as garé ta voiture au coin de la rue pour que je ne la voie pas. Ce n'est pas une erreur. C'est un plan. Habille-toi et sors. Il a traîné son sac vers le couloir, s'est arrêté en haut des escaliers. A essayé une dernière fois. Écoute, frérot. C'était juste, appelle-moi frérot encore une fois. Il a descendu ses escaliers rapidement. Nadine a essayé un angle différent. Elle est passée de triste à menaçante en environ 3 secondes. Sa spécialité. Tu ne peux pas me mettre dehors. Je vis ici. Je suis ta femme. J'ai des droits. Tu as une voiture garée au coin de la rue et Kellen qui t'attend dans l'allée. Tu pourras comprendre tes droits depuis un autre endroit ce soir. Sinon, j'appelle les flics. Fais-le, je t'en prie. J'adorerais déposer une plainte pendant qu'ils sont, ça a stoppé net la menace. Elle s'est habillée en silence, a attrapé son sac à main dans la cuisine, celui qu'elle avait soi-disant emmené chez sa sœur. À la porte d'entrée, elle s'est tournée et m'a lancé le regard que les tricheurs donnent toujours quand leur script est épuisé.
Pas de culpabilité. De la colère. Parce que je ne jouais pas le rôle qu'elle avait besoin que je joue. Je ne m'effondrais pas. Je ne la suppliais pas de rester. Je ne lui donnais pas le chaos émotionnel qu'elle pourrait utiliser comme couverture. Tu vas regretter ça, a-t-elle dit. C'est déjà fait. 12 ans de regrets. La porte s'est fermée. J'ai regardé par la fenêtre alors que Kellen jetait son sac dans son camion. Nadine a marché autour du pâté de maison vers sa Lexus cachée. Il a essayé de lui parler dans l'allée. Elle l'a bousculé pour passer. Ils sont partis séparément. Bien. Qu'ils gèrent la logistique de leur petit arrangement ailleurs que dans ma maison. J'ai verrouillé le pen dormant, mis la chaîne. Puis je suis resté debout dans ma cuisine pendant 1 minute entière, les mains appuyées sur le comptoir, laissant l'adrénaline retomber. Mes jointures enflaient. La moulure de la porte était fissurée. Le mur de la chambre avait une bosse. La commode était fichue. Peu importait. Tout cela était à moi, dans ma maison. Et j'avais tout à fait le droit de me tenir exactement là où j'étais. J'ai passé les 20 minutes suivantes à tout documenter. J'ai photographié mes jointures, la peau fendue, le gonflement. J'ai photographié le cadre de porte fissuré, le mur de la chambre enfoncé, la commode renversée, la lampe cassée, les taches de sang sur le tapis. J'ai sorti les images de ma sonnette Ring. Vidéo horodatée de Nadine marchant vers la porte d'entrée à 13h47, Kellen lui ouvrant. Ça, plus les photos que j'avais prises de sa Lexus cachée au coin de la rue, racontaient toute l'histoire. Puis plus tard, tous les deux partant à 15h22. Lui avec un sac de sport, lèvres éclatées visibles à la caméra. Nadine marchant séparément vers sa voiture. Tout enregistré, tout sauvegardé. J'ai appelé la ligne de police non urgente à 15h41. 2 officiers se sont présentés dans l'heure. J'ai déposé un rapport couvrant 3 choses, utilisation non autorisée de ma carte de crédit par Kellen, l'altercation physique qu'il a initiée quand je lui ai dit de quitter ma propriété, et violation de domicile pour tous les deux à l'avenir. J'ai montré aux officiers les images de la sonnette, la preuve de la carte de crédit, mes blessures, et les dégâts dans la chambre. Un officier a noté que j'étais le seul propriétaire, que j'avais des blessures défensives visibles correspondant à mon récit, et que Kellen avait provoqué l'escalade physique. Ils ont tout documenté, pris leurs propres photos, et m'ont dit que je pouvais porter plainte. Pas d'arrestation ce soir-là. Mais ce rapport numéro d'incident, nom des officiers, numéro de badge, horodatage, mes blessures documentées, leur départ documenté est devenu la fondation de tout ce qui a suivi. Je ne le savais pas encore, mais ce reçu de livraison de pizza et ce cadre de porte fissuré allaient coûter à Kellen et Nadine plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Je me suis assis à ma table de cuisine à 17h avec un sac de petits pois surgelés sur ma main et mon ordinateur portable ouvert. L'heure de se mettre au travail. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai mis en place ce que j'ai commencé à appeler le « centre de commandement ». Ordinateur portable ouvert sur chaque portail financier. Bloc-notes légal pour le suivi des comptes. Application d'enregistrement téléphonique activée pour tous les appels entrants. Chaque chose à sa place, une étape à la fois. J'ai appelé mon avocat ce soir-là. Il m'a guidé à travers la séquence. Dès le jeudi matin, j'étais le premier à franchir les portes de la banque. J'ai retiré Nadine comme utilisateur autorisé sur chaque compte, annulé chaque carte de crédit où elle était secondaire, redirigé mon dépôt direct vers une nouvelle institution. Total une fois les transferts effectués, environ 347,000 $. Chaque centime gagné par mois. Nadine a appelé la banque 2 jours plus tard en hurlant que j'avais volé son argent. Ils ont mis un blocage temporaire pour fraude pendant qu'ils enquêtaient. Ça m'a coûté 72 heures et 2 trajets supplémentaires avec des fiches de paie et des déclarations d'impôts avant qu'ils ne libèrent les fonds. Même quand vous avez complètement raison, un appel téléphonique en colère peut vous ralentir quand les institutions bougent à leur propre rythme. Le vendredi, j'avais rencontré mon avocat en personne. Je le connais depuis 15 ans, vif, zéro sentimentalisme. Je lui ai donné le dossier complet, rapport de police, chaque photo, image de la sonnette Ring. Procédure de divorce, a-t-il demandé. Pas encore. Je veux d'abord sécuriser le périmètre, a-t-il hoché la tête. Ils viendront pour toi quand l'argent s'arrêtera. C'est le but. J'ai changé les serrures ce même après-midi.
peine dormant, poignée, code de garage. Ma maison, mes serrures. Le téléphone est resté silencieux pendant 3 jours. Le 4e jour, Nadine a envoyé un SMS. Ton virement n'est pas arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Capture d'écran. Pas de réponse. C'est le 5e jour que le barrage a rompu. 22 appels manqués avant midi. Des messages vocaux passant du calme à l'hystérie en environ 4 heures. J'ai sauvegardé chaque message. Les gens se trahissent même quand ils arrêtent de faire semblant. Dans l'après-midi, Nadine et Kellen se sont présentés à la maison, celle dont j'avais changé les serrures. La sonnette ring a tout capté. Nadine essayant sa clé, réalisant qu'elle ne fonctionnait pas, martelant la porte. Lui derrière elle en short de sport et claquettes. Ouvre la porte, mec. Parlons comme des hommes. J'étais assis à ma table de cuisine, à 5 mètres de la porte d'entrée. Sac de petits pois surgelés sur ma main toujours enflée. J'ai regardé toute la scène sur l'application Ring en temps réel. J'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur, une phrase. Vous êtes en violation de domicile. J'ai un rapport de police enregistré. Et cette sonnette enregistre. Partez, ou j'appelle. Il a reculé comme si la sonnette avait poussé des dents. Nadine a continué pendant encore 2 minutes. Menaces, sanglots, tout le répertoire. Puis un voisin d'en face est sorti sur son Porsche. Elle a vu le public et s'est calmée. Ils sont partis. J'ai sauvegardé les images, déposé une 2e plainte pour intrusion. Le voisin, un type bien, m'a donné une déclaration écrite le lendemain. Spontanément. Il en avait vu assez. Phase 1 terminée. Chaque système a des points de défaillance. Ceux de Kellen étaient partout parce que sa vie entière tenait ensemble grâce à des boissons énergisantes et de l'audace. Premier coup, le vol de carte de crédit. Ce rapport de police que j'ai déposé. Il est allé quelque part. Le débit de 47,83 $ était petit, mais l'utilisation non autorisée d'une carte de crédit est un crime dans cet État, quel que soit le montant. J'ai fourni le reçu de livraison, la photo de ma carte dans le tiroir, mes relevés de badge prouvant que j'étais sur le site de Crestview quand la commande a été passée, et la confirmation de livraison avec l'horodatage. Les détectives ont suivi l'affaire en 2 semaines. Il a été inculpé de vol mineur. Pas de prison, mais un casier judiciaire qui vous suit sur chaque vérification d'antécédents, demande de bail, et entretien d'embauche. Pour un gars qui n'arrivait déjà pas à garder un emploi, cette accusation était un bloc de ciment attaché à une ancre. 2e coup, l'agression. Mes blessures étaient documentées. Les siennes correspondaient à quelqu'un qui a été stoppé, pas attaqué. L'avocat a demandé une ordonnance de restriction basée sur la poussée, le coup de poing raté, et l'intrusion subséquente à mon domicile. Accordé en 10 jours. Le type qui avait vécu gratuitement dans ma chambre d'amis pendant 3 mois et demi ne pouvait même plus conduire dans ma rue. 3e coup, expulsion formelle. Il était là depuis plus de 3 mois, ce qui signifiait que les protections des locataires pouvaient théoriquement s'appliquer. L'avocat a déposé les papiers la première semaine de novembre, citant le rapport de police comme motif pour un renvoi d'urgence. Il n'a pas contesté, car contester nécessite un avocat, et il ne pouvait pas se payer l'essence, encore moins des frais juridiques. Propre sur le papier, blindé. 4e coup, j'ai commencé à dire la vérité. Pas une campagne de diffamation, pas de tuyaux anonymes. J'ai appelé 6 personnes de notre cercle et je leur ai dit exactement ce qui s'était passé. Langage clair, pas d'enjolivure, juste des faits. Il s'avère que je n'étais pas le seul que Kellen avait brûlé. Un pote lui avait prêté 2,8 $ pour une licence commerciale qui ne s'est jamais concrétisée. Un autre en avait pour 1,5 $ de réparation de voiture qu'il avait dépensé en équipement de jeu. Un 3e avait co-signé un abonnement à la salle de sport qu'il avait cessé de payer après 2 mois, laissant l'ami avec 1,100 $ de frais de résiliation anticipés. Plus de 5 000 $ de dettes impayées dans notre cercle. En 2 semaines, 2 d'entre eux ont déposé des dossiers aux petites créances. Son téléphone explosait. Ses réseaux sociaux sont devenus silencieux, puis sombres. L'accusation criminelle est tombée. L'ordonnance de restriction a frappé, et les jugements des petites créances ont commencé à s'empiler sur son crédit comme des bernacles sur une coque. Son camion a été saisi parce qu'il était en retard sur les paiements avant même l'effondrement.
Il s'avère que le style de vie d'entrepreneur était entièrement financé par les portefeuilles et la patience des autres. Les propriétaires vérifient le crédit. Les employeurs vérifient les antécédents. Les siens incluaient désormais une accusation de vol, une ordonnance de restriction, et de multiples jugements. Personne ne lui ouvrait de porte. Le type qui pensait pouvoir coucher avec ma femme, vivre dans ma maison, et voler ma carte de crédit sans conséquence a découvert que chacun de ses choix avait un reçu attaché. Aux dernières nouvelles d'un cousin qui me parle encore, il a fini par retourner chez sa mère. 30 ans, dans sa chambre d'enfant, travaillant à temps partiel dans un entrepôt pour à peine plus que le salaire minimum. Le futur entrepreneur répondant à un chef d'équipe et pointant à 5 heures du matin. Que la force soit avec toi, mon pote. Tu vas en avoir besoin. Je n'ai rien piraté, je n'ai harcelé personne. J'ai dit la vérité, déposé des actions en justice légitime, et signalé de vrais crimes aux bonnes personnes. Le système a fait le reste. C'est la partie qui a fait plus mal que de les surprendre. Quand l'argent s'est arrêté et que les papiers juridiques ont commencé à voler, mon téléphone s'est transformé en zone de guerre. Pas Nadine mon propre sang. Ma tante a appelé la première, sa mère, hurlant si fort que j'ai dû tenir le téléphone à 15 cm de mon oreille. Tu détruis la vie de mon fils pour une erreur. Tu as levé la main sur lui. C'est ta famille. Je l'ai laissé finir sa tirade. Ça a pris environ 6 minutes. Puis j'ai dit, calme comme du béton, ton fils a couché avec ma femme dans ma maison tout en mangeant ma nourriture et en dépensant mon argent. Quand je lui ai dit de partir, il m'a poussé contre un cadre de porte et a essayé de me frapper. Il a une accusation criminelle parce qu'il a volé ma carte de crédit. Si tu penses que tout ça est juste une erreur, on utilise des dictionnaires différents. Elle m'a raccroché au nez. Puis les SMS des cousins ont afflué. Tu vas trop loin. Tu n'avais pas besoin de te battre avec lui. Il ne voulait pas que ça arrive. Elle l'a probablement allumé. Ce dernier a failli me faire rire. Presque. Un de ses cousins plus âgés, un type que je n'avais jamais aimé, s'est pointé devant ma maison un soir. Il n'a pas sonné. Il est juste resté sur le trottoir, les bras croisés, essayant d'avoir l'air intimidant. La sonnette-ring a tout capté. J'ai regardé depuis la fenêtre de la cuisine, pris une capture d'écran, l'ai envoyé à mon avocat, et je suis retourné manger mon dîner. Mon avocat lui a envoyé un avertissement pour intrusion le lendemain. Il n'est jamais revenu. Mon oncle, son père, a appelé et a réellement essayé d'être raisonnable pendant environ 30 secondes avant de bifurquer vers « Écoute, Gareth, peut-être que si tu avais été plus souvent à la maison au lieu de travailler tout le temps, ça ne serait pas arrivé. » J'ai raccroché. Première fois de ma vie que je raccrochais au nez d'un membre de la famille. Honnêtement, j'aurais dû le faire il y a des années. Une semaine plus tard, ma tante et 2 de ses enfants se sont présentés chez mon père, pas chez moi, chez mon père et lui ont crié dessus dans sa propre allée pour avoir élevé un fils violent et sans cœur. Mon père, un homme qui n'a jamais élevé la voix en 67 ans de vie, est rentré à l'intérieur et a verrouillé la porte. Il m'a appelé ce soir-là. J'en ai fini, Gareth. J'en ai fini avec eux tous. Mais le pire, c'était ma mère. Ma propre mère. Elle a appelé le soir où les avertissements pour intrusion ont été envoyés et m'a dit que j'étais sans cœur. Elle a dit que je ruinais l'avenir d'un jeune homme par jalousie et que j'avais agressé Kellen au lieu de gérer ça comme un adulte. Quand j'ai souligné que son neveu couchait avec sa belle-fille dans le propre lit de son fils depuis des semaines, puis m'avait poussé lors de la confrontation, elle a dit « Et je n'oublierai jamais ça, eh bien, peut-être que si tu avais prêté plus d'attention à ta femme au lieu de travailler tout le temps, elle n'aurait pas cherché ailleurs. » Je me suis assis dans ma cuisine et j'ai fixé le mur pendant 20 minutes entières après cet appel. Laissez ça pénétrer une seconde. Ma propre mère, la femme qui m'a élevé, m'a dit que l'infidélité était de ma faute. Elle a pris le parti de son neveu contre son propre fils. Pas parce qu'elle le croyait, mais parce que sa sœur lui chuchotait à l'oreille, et que ma mère n'a jamais été capable une seule fois dans sa vie de tenir tête à cette femme. Mon père m'a appelé le lendemain matin, calme, mesuré. J'ai entendu ce que ta mère t'a dit hier soir. Je veux que tu saches que je ne suis pas d'accord avec un seul mot de tout ça. Merci, papa. Je la regarde permettre à la famille de ta tante de faire n'importe quoi depuis 35 ans. Son neveu, son frère, les dépenses de ta tante. Ta mère fait des chèques avec mon argent pour les renflouer, et j'ai été trop passif pour l'arrêter.
Ça s'arrête maintenant. 2 semaines plus tard, papa a déménagé. Il a demandé le divorce dans le mois. 41 ans de mariage, et la décision de maman de prendre le parti du type qui a brisé le foyer de son fils a été la goutte d'eau qui a finalement fait déborder le vase. Papa m'a dit plus tard que ce n'était pas juste ça. C'était 35 ans à la regarder renflouer la famille de sa sœur, faire des chèques dans son dos, prendre leur parti dans chaque conflit, et traiter ses sentiments comme optionnels. Ma situation a juste été celle qui lui a fait réaliser que ça ne changerait jamais. Papa a pris un appartement à 15 minutes du mien. On a commencé à dîner ensemble tous les jeudis. Il m'a dit qu'il aurait dû le faire il y a des années. Il a dit que me regarder refuser de plier lui avait donné l'élan qui lui manquait depuis des décennies. Maman a essayé de m'appeler 3 fois après ça. J'ai laissé tout le monde tomber sur la messagerie. Ces messages devenaient progressivement plus désespérés. D'abord en colère, puis coupable, puis suppliant. Elle ne s'est jamais excusée une seule fois pour ce qu'elle a dit. Elle a juste continué d'insister sur le fait que je déchirais la famille, alors que la famille s'est déchirée elle-même à la seconde où son neveu est monté dans mon lit. J'ai bloqué ma tante, bloqué 3 cousins, gardé papa et un cousin qui était resté neutre. L'arbre généalogique a été sévèrement élagué cet automne-là, et c'est moi qui tenais le sécateur. Pendant que le drame familial explosait, Nadine a lancé sa propre guerre. Elle n'était pas stupide. Manipulatrice, égocentrique, incapable d'assumer quoi que ce soit même si sa vie en dépendait. Mais pas stupide. D'abord, elle a engagé un avocat. Pas un type qui gérait surtout des conduites en état d'ivresse et des accrochages mais agressifs et pas chers. Il a déposé une motion d'urgence pour une pension alimentaire temporaire, prétendant que j'avais illégalement verrouillé la porte à la défenderesse du domicile conjugal et coupé unilatéralement tout soutien financier, laissant la défenderesse sans ressources. Il a aussi demandé de m'obliger à accorder à Nadine l'accès à la maison ou à couvrir ses frais de logement alternatifs. Le juge a accordé une pension temporaire de 2,2 cents par mois. Ça a piqué. La motion d'accès au logement a été refusée parce que la maison était ma propriété séparée et que le rapport de police documentait les motifs de l'expulsion, mais le juge a noté qu'il réexaminerait si nécessaire. Premier revers. Deuxièmement, le coût de l'ordonnance de restriction. Mi-novembre, environ 5 semaines après la confrontation, Nadine a demandé une ordonnance de protection temporaire contre moi. Elle a prétendu que j'avais été violent, menaçant et intimidant, citant la confrontation avec Kellen comme preuve que j'étais dangereux. L'ordonnance a été accordée ex parte. Le juge l'a signée sur sa seule parole avant que je puisse répondre. J'ai été notifié à mon bureau un jeudi matin. J'ai dû rendre mon permis de port d'armes dissimulé et rester à 150 mètres de la maison que je possédais. Mon avocat a déposé une opposition le jour même. Audience fixée au mardi suivant. 5 jours à me balader avec une ordonnance de restriction sur mon dossier que je n'avais pas mérité. C'était parmi les pires jours. Pas la restriction elle-même, mais ce qu'elle représentait. Mon nom dans une base de données d'ordonnance de protection. Mon chef de projet recevant un appel du tribunal. L'expression sur son visage quand j'ai dû expliquer. À l'audience, mon avocat a démonté tout ça en 20 minutes. Il a diffusé les images de la sonnette ring, Nadine marchant vers la porte d'entrée seule à 13h47, mon cousin Kellen la laissant entrer. Le tout horodaté. Puis il a présenté mes photos de sa Lexus cachée au coin de la rue, prouvant que la visite était préméditée. Ensuite les images d'elle et Kellen martelant ma porte après le changement de serrure, ses menaces à la caméra. Il a présenté le rapport de police original documentant l'agression de Kellen sur moi, mes blessures défensives, et son initiation de la violence. Il a soumis mon casier vierge, 0 incident antérieur, 0 communication menaçante. L'avocat de Nadine a essayé de présenter la confrontation comme une preuve d'instabilité. Mon avocat a souligné qu'un propriétaire se défendant contre une agression dans sa propre chambre après avoir découvert une liaison n'est pas de l'instabilité. C'est un mardi ordinaire selon la doctrine du château de cet État. Le juge a dissous l'ordonnance, a émis une conclusion écrite indiquant que la pétition n'était pas soutenue par des preuves crédibles et semblait déformer un incident documenté de légitime défense, et a averti Nadine contre l'abus des procédures judiciaires. Cette conclusion est allée directement dans notre dossier des munitions pour plus tard. Mais ces 5 jours m'ont coûté du sommeil, de la crédibilité au travail, et un nœud dans l'estomac qui a mis des semaines à se dénouer. C'est la partie que les histoires de vengeance omettent.
Même quand vous gagnez, encaisser le coup fait toujours mal. Ensuite, elle s'en est prise à ma réputation sous tous les angles possibles. Elle a appelé tous ceux qu'on connaissait pour leur dire que j'étais violent, émotionnellement abusif, dangereux. Elle a ciblé les femmes d'abord, sachant qu'elles feraient pression sur leur mari. J'ai perdu 4 amitiés sur le champ. 2 types ont envoyé des SMS commençant par « Je ne veux pas prendre parti », mais « ce qui est toujours l'acte d'ouverture avant de prendre un parti ». Elle a appelé le département RH de mon entreprise pour leur dire que j'étais instable. L'enquête a été close en 3 jours parce que mon dossier était vierge et que mon projet était en avance sur le calendrier. Elle a envoyé un email piège plein d'excuses destiné à me faire répondre émotionnellement pour que son avocat puisse faire une capture d'écran. Je l'ai transféré à mon avocat sans un mot. Elle a posté sur Instagram à propos de son mari violent et narcissique. Le conseil de mon avocat, le tribunal est le seul public qui compte. C'est la chose la plus dure que j'ai faite, regarder les gens croire des mensonges sur vous et choisir de ne pas riposter publiquement. Mon pote Reggie a été l'exception à travers tout ça. Ancien marine, zéro connerie, m'a parlé franchement. Nadine dit à tout le monde que tu es un monstre. Je n'y crois pas, mais tu dois savoir ce qui circule. Elle peut gagner le récit. Je gagne le procès. Puis est venue l'embuscade sur le chantier. 2 jours après que les RH m'aient blanchi, Nadine s'est présentée sur le campus de l'hôpital Crestview. Elle a passé la porte du chantier sans casque, sans badge, sans signer le registre des visiteurs. 3 violations de sécurité avant qu'elle ne dise un mot. Elle a trouvé ma cabane et a commencé une scène. Larmes, supplications, assez fort pour l'équipe à l'extérieur. Gareth, s'il te plaît, on peut arranger ça. Chorégraphié pour me faire passer pour le méchant et elle pour la victime. J'ai dit aux sous-traitants dans la cabane de nous laisser 1 minute. Je suis sorti et j'ai dit une chose, tu dois quitter ce chantier. Tu es en violation de propriété sur une zone de construction active sans EPI. Plus de larmes, plus de volume. L'électricien a arrêté de travailler pour regarder. Le surintendant s'approchait. J'appelle la sécurité du site. 30 secondes. Elle est partie, mais elle est partie bruyamment, sanglotant à travers le terrain de gravier où toute l'équipe de charpente pouvait voir. Calculé. J'ai déposé un rapport d'incident cet après-midi-là, et l'entrepreneur général a ajouté sa photo à la liste des intrusions. Ce coup m'a coûté le rapport que j'avais construit sur des mois. Le sous-traitant des sprinklers qui était dans la cabane a commencé à agir différemment. Réponse plus courte, pas de contact visuel. Son contremaître a demandé s'il y aurait d'autres incidents. C'est le dommage collatéral dont personne ne parle. Pas juste des amitiés perdues, mais des gars qui ne vous doivent rien et qui se retirent lentement. J'ai documenté chaque post, sauvegardé chaque message vocal où elle contredisait sa propre histoire publique, admettant la liaison, me suppliant de revenir, menaçant de me ruiner. Mon avocat a déposé une contre-motion exposant l'adultère, l'ordonnance de protection dissoute, l'intrusion sur le chantier, le coup des RH, le modèle complet de harcèlement. Il a joint les messages vocaux, les images RIGN, le rapport de police, le rapport d'incident, la chronologie des réseaux sociaux. La réponse du juge a été claire. Avertissement formel à Nadine, sanction pour l'ordonnance de protection frivole, et une injonction de silence sur les déclarations publiques concernant l'affaire. Ce n'était pas une petite victoire. C'était le tournant. Des mois se sont écoulés. Pas des mois dramatiques, juste des engrenages qui grincent, des conséquences qui tournent en pilote automatique. Ma carrière a bougé. Je recevais des appels de recruteurs depuis 2 ans d'une entreprise nationale de protection incendie qui gérait des contrats fédéraux et des systèmes hospitaliers dans 12 États. J'avais toujours dit non parce que la stabilité comptait quand on avait une femme qui dépendait de votre chèque de paie. Maintenant, il n'y avait personne à prendre en compte sauf moi. J'ai passé l'entretien. Ils m'ont offert un poste de directeur principal à la tête de leur division santé de la côte ouest. Augmentation de 30%, option d'achat d'actions acquises sur 4 ans, prime de déménagement, équipe de 8 ingénieurs sous mes ordres. La niche que j'avais passé 20 ans à construire, sauf que maintenant, je la dirigeais. J'ai commencé la première semaine de janvier. Nouvelle année, nouvelle architecture. Grâce à Reggie, qui connaissait tout le monde dans l'industrie, j'ai rencontré Marraine lors d'une réunion de coordination de projet. Chef de projet construction. Délai, budget, sous-traitant. Direct,
gardant sa propre place, zéro intérêt à être le projet de qui que ce soit ou la dépendante de qui que ce soit. Notre première vraie conversation a duré 45 minutes, et elle n'a jamais posé de questions sur l'argent. Elle a posé des questions sur la chimie de l'extinction d'incendie et si les systèmes à agents propres remplaceraient les conceptions de sprinklers dans les centres de données. Première fois depuis des années que quelqu'un me parlait comme à un cerveau au lieu d'un compte en banque. Environ 2 mois plus tard, ma reine m'a demandé sans détour autour de tacos si j'étais vraiment passé à autre chose ou si je menais toujours campagne. Tu es déterminé et tu es honnête, a-t-elle dit. Mais j'ai besoin de savoir s'il y a de la place pour quelque chose devant ou si tu es toujours en train de brûler le rétroviseur. Je lui ai dit que le divorce était presque finalisé. Je ne poussais plus rien. Les dominos tombaient juste tout seuls. Bien, a-t-elle dit, parce que je ne partage pas mon espace mental avec des fantômes. Pendant ce temps, le monde de Nadine avait rétréci. Le soutien temporaire la nourrissait, mais sans confort. Elle avait emménagé avec une amie dans une petite ville à 2 heures à l'est, avec à peine un marché de l'emploi. Elle a trouvé un boulot à temps partiel dans un bureau de gestion immobilière pour $14 de l'heure. Premier vrai travail qu'elle occupait depuis avant notre mariage. La maison a été vendue le premier samedi de juin, près de 8 mois après la confrontation. J'ai signé les papiers de clôture à 10 heures. Nadine a signé lors de 2 sessions séparées. J'ai conduit jusqu'à la rue après et je me suis garé de l'autre côté. J'ai regardé un jeune couple porteur des cartons à l'intérieur, riant, pointant la terrasse que j'avais construite. Ils n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé dans ces pièces. Le mur enfoncé de la chambre avait été réparé et peint. Le cadre de porte fissuré remplacé. Chaque trace de cette nuit avait juste disparu. Une bannière vendue couvrait le panneau. Nadine s'est présentée 20 minutes plus tard. Plus mince, cheveux plus courts, veste et jean de prêt-à-porter. Elle s'est tenue sur le trottoir en fixant la maison, puis a vu mon camion et s'est approchée. Je suis sorti, appuyé contre le capot. Autant faire face debout. Ton avocat a demandé la fin du soutien plus tôt, a-t-elle dit, voix plate. Mais je pouvais entendre la tension en dessous. Mon avocat a obtenu la décision mercredi. Le juge a accordé la résiliation anticipée. Les sanctions de ton coup de l'ordonnance de protection et les conclusions sur ta conduite lui ont donné tout ce dont il avait besoin. J'ai regardé la couleur quitter son visage en temps réel. Elle était venue en pensant pouvoir négocier. Elle est tombée directement sur une affaire classée. Je peux à peine payer le loyer. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Ça s'est passé exactement comme tu l'as provoqué. Tu as invité Kellen dans notre maison contre mon objection, et ensuite tu l'as invité dans notre lit. Chaque conséquence que tu vis en ce moment, tu l'as construite. Vous l'avez fait tous les deux. Sa mâchoire s'est serrée une seconde. J'ai vu la vieille version vaciller. Celle qui recadrerait, redirigerait, tournerait l'histoire jusqu'à ce qu'elle soit la victime et moi le méchant. Je l'ai regardé passer en revue le manuel de jeu. Larmes, culpabilité, colère, victime. Rien de tout cela n'atterrissait sur la version de moi qu'elle regardait maintenant. Elle avait juste l'air épuisée. Je ne te reconnais pas, a-t-elle dit. Tant mieux. Elle est partie sans se retourner ni dire un autre mot. Elle est montée dans la voiture d'une amie et a disparu. Mon téléphone a vibré 10 minutes plus tard. Le numéro de Kellen. Gareth, c'est Kellen. Longue pause. Je voulais juste dire que tu as gagné. Je suis chez ma mère, je bosse des cars en entrepôt. Casier judiciaire. Ordonnance de restriction. Je ne peux pas avoir d'appartement à cause des jugements. Tu as tout brûlé. Silence. C'était juste un coup d'un soir, mec. Les gens font des erreurs. Tu n'avais pas besoin de nucléariser la vie de tout le monde pour ça. Tu m'as poussé dans ma propre chambre et tu as essayé de me frapper à la tête. Tu portais mes vêtements, tu mangeais ma nourriture, tu débitais ma carte de crédit, et tu couchais avec ma femme. Qu'est-ce que tu pensais exactement qu'il allait se passer? Longue pause. Tu es froid, Gareth. Adieu. J'ai bloqué le numéro. Le dernier mot que je gaspillerai jamais sur ce chapitre. Franchement, ma chère, je m'en contrefiche. J'ai récupéré ma reine à 19h. Nouveau resto péruvien sur la 4e rue. Bonne nourriture, meilleure compagnie.
Elle n'a pas posé de questions sur la vente de la maison. Elle a parlé d'un projet qu'elle avait décroché cette semaine et m'a demandé si je voulais aller faire de la randonnée dimanche. Quand je lui ai dit que c'était fini, chaque lien coupé, chaque document signé, elle a serré ma main à travers la table et a dit « Bien. Maintenant, on avance. »